Bonjour, je me présente, Ebtissem Melki Jeffel, enseignante d'SVT au lycée pilote de Sousse. Je vais traiter avec vous aujourd'hui le troisième chapitre du thème reproduction humaine et santé, à savoir la procréation. Alors, le plan de cette leçon, nous allons d'ailleurs tout d'abord voir la fécondation, la définition de la fécondation, les conditions et les étapes de la fécondation, puis la maîtrise de la procréation, à savoir la contraception, puis la procréation médicalement assistée. La procréation, c'est l'ensemble des processus par lesquels un couple engendre un nouvel individu et qui ne peut pas se réaliser sans fécondation. Certains couples décident d'éviter ou d'espacer les naissances. D'autres couples ne peuvent pas avoir d'enfants. On parle alors de stérilité. Les progrès de la médecine ont permis de remédier à certains cas de stérilité. Quelles sont les conditions nécessaires pour la fécondation? Quelles sont les étapes de la fécondation? Comment éviter ou espacer les naissances? Et comment remédier à certains cas de stérilité humaine? Alors, avant tout, pour comprendre c'est quoi la fécondation, plutôt pour définir la fécondation, nous allons visionner une séquence vidéo pour comprendre et définir la fécondation. Alors, voici la séquence vidéo qui montre un gamète féminin et aussi un gamète masculin qui va venir s'approcher de ce gamète. Alors, remarquez ce qui va se passer. En fin de compte, il va y avoir... Bon, je ne vais pas utiliser les termes, c'est à vous de faire ça tout à l'heure. Alors, on remarque ici qu'il va y avoir entrée du noyau du spermatozoïde, qui est le gamète masculin, et il va y avoir fusion. Alors, le résultat ici, à la fin, à partir de ces deux gamètes, le résultat sera une cellule œuf. Alors, à partir du visionnage de la séquence vidéo, je vous demande d'utiliser les termes suivants dans le but de définir la fécondation. Vous avez gamète mâle, gamète femelle, cellule œuf, conduisant et fusion. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. On peut dire ici que la fécondation, c'est la fusion du gamète mâle et du gamète femelle, conduisant à une cellule œuf. Sauf que pour une définition, c'est insuffisant. Rappelez-vous, lorsqu'on doit définir, on doit citer trois parties essentielles, qui est la nature, la localisation spatiale et temporelle, mais aussi le rôle ou bien les caractéristiques. Alors, pour terminer cette définition, on va utiliser ce schéma. Alors, ce schéma, il représente l'appareil reproducteur féminin. On voit ici le vagin, l'utérus avec la cavité utérine, l'endomètre, puis on a les trompes de Fallope, l'ovaire. Alors, ce que vous voyez en violet, c'est la migration des spermatozoïdes, et en orangé, c'est la migration de l'ovule. Alors, vous voyez que l'ovule va faire une partie du trajet. Les spermatozoïdes, je vais remarquer ici qu'ils vont traverser la glaire cervicale, qui est un mucus sécrété par le col de l'utérus. Alors, ces spermatozoïdes, ils vont migrer vers le tiers supérieur de la trompe de Fallope. Comme ça, on peut donc dire que la fécondation, c'est la fusion du gamète mâle. C'est un spermatozoïde à N est égal à 23 chromosomes bien sûr pour l'espèce humaine. Et du gamète femelle, ovocyte 2, à N chromosomes est égal à 23. Ce qui conduit à une cellule œuf, à 2N est égal à 46 chromosomes. Première cellule d'un nouvel individu. La fécondation se déroule dans le tiers supérieur de la trompe. Alors, après avoir défini la fécondation, on se demande quelles sont les conditions nécessaires à la fécondation. Alors, pour ça, nous allons exploiter le tableau ci-contre pour dégager les caractéristiques du sperme fécondant. Alors, le volume du sperme fécondant, il est de 2 à 6 millilitres. Le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme, on a entre 60 à 150 millions de spermatozoïdes par millilitre. La viscosité, elle est normale. Le pH de 7,5.
une couleur blanchâtre. La mobilité des spermatozoïdes, après 1 heure, on trouve 52% de spermatozoïdes mobiles. Après 6 heures, c'est 42%. Le pourcentage de forme atypique, c'est 39%. Et le pourcentage de spermatozoïdes normaux, il est de 70%. Alors, lorsqu'on donne ces valeurs, ça ne veut pas dire qu'un spermogramme normal, il présente ces valeurs ou non. On peut trouver, par exemple, d'autres valeurs. Pour le volume, c'est entre 2 et 6. Le pH, l'important, c'est qu'il soit alcalin. On peut trouver d'autres valeurs. Pour la mobilité aussi, ça change. Alors, si on récapitule, si on résume, pour que le sperme soit fécondant, il faut un volume entre 2 et 6 ml par éjaculation. Le pH doit être alcalin avec une viscosité normale, ce qui facilite la mobilité. Une numération supérieure à 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et les spermatozoïdes doivent être normaux. Alors ici, on donne la définition de la tératospermie. C'est un taux supérieur à 40% de spermatozoïdes de forme atypique qui diminue la fécondité. Le paramètre qui se trouve affecté ici, c'est la morphologie des spermatozoïdes. Alors, on passe à une autre condition de la fécondation. Cette radio, elle montre l'emplacement de l'appareil reproducteur féminin. Alors, ici, on a des observations de la glaire cervicale entre le 11e et le 20e jour du cycle sexuel de la femme. Et il montre des aspects différents. Alors, ici, on a la glaire cervicale. Je rappelle ce que c'est un mucus sécrété au niveau du col de l'utérus. Ici, on a la glaire cervicale au moment de l'ovulation. Ici, hors période de l'ovulation. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est comparer ces deux aspects et déduisez une condition que la glaire doit remplir pour permettre la fécondation. Alors, dans cette comparaison, on voit que la glaire cervicale ici, elle est perméable, peu dense et à maillage lâche. Alors, lorsqu'on dit maillage, c'est comme les mailles d'un tissu. En fin de compte, lorsqu'elles sont très rapprochées, on dit que le maillage, il n'est pas lâche, il est serré. Par contre, lorsque les mailles elles sont éloignées les unes des autres, le maillage il est lâche, ce qui va permettre, imaginez un spermatozoïde, il va pouvoir passer ici facilement, tandis que là non. Alors, cette glaire cervicale ici, elle est perméable, peu dense à maillage lâche, tandis que hors période d'ovulation, la glaire ici, elle est imperméable. Vous remarquerez qu'elle est vraiment dense. Le maillage ici, il est serré, ce qui va pas permettre aux spermatozoïdes de passer facilement. Alors, le but de cette comparaison ici, c'est de déduire une condition que doit remplir cette glaire pour permettre la fécondation. Alors, lorsqu'on dit fécondation, on doit laisser les spermatozoïdes passer. Alors, la condition nécessaire ici pour qu'il y ait fécondation, c'est que la glaire soit perméable, peu dense et à maillage lâche. On passe maintenant à une autre condition de la fécondation. Alors, pour ce, nous allons utiliser l'activité du livre scolaire, page 118. Vous pouvez ouvrir vos livres si vous les avez à portée de main et faire avec nous cet exercice. Alors, deux mariés cherchent à augmenter les chances de la fécondation. Ils ont appris que la durée de vie de l'ovocyte est de 2 jours et que les spermatozoïdes peuvent rester vivants durant 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme. Ils repèrent sur un calendrier la date et la durée des règles. Vous avez le document. Alors, en rouge, c'est les jours où il y a les règles. On vous demande, à partir de l'exploitation du document 3, déterminer pour le mois de septembre la durée de la menstruation au cours du premier cycle sexuel. Alors ici, on parle du mois de septembre. Vous avez ces jours à partir du 5 au 9. Ce sont les jours qu'a repéré ce couple sur le calendrier. Alors, il suffit de compter ces 5 jours-là. Alors, du 5 au 9 septembre, on a 5 jours de règles. Alors, c'est la durée des menstruations. On va calculer maintenant la durée du cycle sexuel. Alors, lorsqu'on dit cycle sexuel, c'est la durée à partir du premier jour des règles
pour le premier cycle jusqu'au cycle suivant. Alors, on va compter ici tout simplement à partir. Alors, les règles du mois de septembre, elles commencent le 5. On va compter tous ces jours-là jusqu'au 2. Pourquoi jusqu'au 2? Parce que le 3, on a début du nouveau cycle, le cycle suivant. Alors, il suffit de compter ici 2, 1, 30, etc. Alors, faites attention lorsque vous calculez. Évitez d'oublier des jours comme ça. Alors, 2, 1, 30, 20, etc. On va calculer. Du 5 au 2 octobre, on trouve 28 jours. On passe à la question suivante, le jour de l'ovulation. Alors, pour ce cycle-là du mois de septembre, le jour de l'ovulation, comment peut-on le calculer? Alors, on revient au cours précédent, rappelez-vous le cycle sexuel de la femme. On a des phases. La phase qui est fixe, qui ne change pas, c'est la phase lutéale. Elle dure toujours 14 jours. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est aller à la fin du cycle, compter 14 jours, 2, 1, 30, 29, etc. On compte 14, bon, je vais compter avec vous, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, le 18, c'est le jour de l'ovulation. Alors, ce que je vous demande de faire, après avoir fait ce calcul-là ici, vous pouvez le refaire pour le mois d'octobre. Donc, le jour de l'ovulation, c'est le 18. On passe à la question suivante. La période favorable pour la fécondation de ce couple. Alors, ici, j'ai une donnée dans l'exercice que je dois utiliser. Cette donnée-là, c'est que, sachant que la durée de vie de l'ovocyte est de 2 jours, et que les spermatozoïdes peuvent rester vivants durant 3 à 5 jours. Alors ici, 2 jours, c'est la durée de vie des ovocytes dans les voies génitales féminines, que j'ai marqué ici. Puis les 5 jours de la durée de vie des spermatozoïdes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est la durée de vie des spermatozoïdes, l'ovulation et les 2 jours. Alors ici, on a déterminé la période favorable pour la fécondation de ce couple. À savoir, ici, en fin de compte, on a déterminé une autre condition pour la fécondation, qui est que le rapport sexuel, il doit avoir lieu pendant la période de fécondité. Et celle-ci, elle tient compte de la date de l'ovulation et de la durée de vie des gamètes. Autrement dit, pour savoir quand est-ce qu'il peut y avoir fécondation, il suffit de déterminer le jour de l'ovulation, ajouter la durée de vie de l'ovocyte et revenir en arrière les 5 jours de durée de vie des spermatozoïdes. Comme ça, on détermine la période pendant laquelle le rapport sexuel il peut donner une fécondation. Alors, je répète, vous pouvez faire ça avec le mois d'octobre. Donc, si on récapitulait maintenant les conditions de la fécondation, on a un sperme normal, de point de vue volume, pH, nombre de spermatozoïdes, les formes. La glaire cervicale, elle doit être filante à maillage lâche. Et lorsqu'on parle de la glaire cervicale, ce n'est pas que la glaire cervicale qui doit permettre le passage des spermatozoïdes, mais toutes les voies génitales. En fin de compte, les spermatozoïdes, ils vont passer ici à travers la glaire, mais ils doivent arriver à rencontrer l'ovocyte. Donc les voies génitales féminines, elles doivent être saines et perméables. Et bien sûr, un rapport sexuel pendant la période de fécondité. Alors, on passe maintenant aux étapes de la fécondation. Ici, on a la rencontre entre l'ovocyte 2 et les spermatozoïdes. Le résultat final ici, c'est une cellule qui va nous donner un nouvel individu. Alors, on va voir avec plus de détails ces étapes. La première, c'est la rencontre des gamètes. Alors, on va donner un petit rappel concernant les constituants de l'ovocyte 2. Alors, on a l'ovocyte entouré des cellules folliculaires de la corona radiata. Le numéro 3, c'est le premier globule polaire. Vous avez l'espace péri-ovocytaire.
dans l'ovocyte 2, vous voyez que le matériel nucléaire, il est bloqué en métaphase 2. Tout autour, vous voyez des granules corticaux et bien sûr les spermatozoïdes tout autour. Alors ici, la descente de cet ovocyte 2, elle est assurée par les contractions utérines et le courant liquidien résultant des sécrétions des trompes. Alors vous voyez ici, c'est une photo réelle avec un très fort grossissement. Les spermatozoïdes, en fin de compte, après avoir traversé la glaire cervicale, ils remontent à contre-courant et ils nagent dans les sécrétions de l'utérus et des trompes. Ces sécrétions, elles vont aider le spermatozoïde à arriver à l'ovocyte 2. Puis, ils vont être piégés entre les cellules de la corona radiata, car la réaction de celle-ci les amène en contact de l'ovocyte. Autrement dit, il va y avoir comme une rétraction. Cette rétraction, c'est comme si les spermatozoïdes, en fin de compte, ils étaient piégés. Ils entrent en contact avec l'ovocyte. Alors, après la rencontre des gamètes, nous avons la reconnaissance et la pénétration. Alors, la reconnaissance ici, elle va se faire grâce à des récepteurs qui se trouvent au niveau de l'ovocyte 2. Vous voyez ici la pénétration. Alors, on va voir plus de détails. Pour ça, on va faire un petit exercice. Vous avez des figures qui représentent 2 étapes de la fécondation observées chez l'espèce humaine. Alors, on vous demande d'annoter les figures, d'identifier les cellules A et B et d'indiquer à l'aide d'un tableau les transformations que subit la cellule A pour donner la cellule B. Alors, je vous laisse juste le temps d'écrire de 1 jusqu'à 5. J'espère que vous vous rappelez, numéro 1, c'est le premier globule polaire. Numéro 2, bien visible, c'est un spermatozoïde. Numéro 3, il ne suffit pas de dire matériel génétique, de préférence, on précise qu'il est bloqué en métaphase 2. Et le numéro 4, ce sont les granules corticaux. Alors, le numéro 5, ce sont les cellules folliculaires de la corona radiata. Alors, à partir de ça, nous allons identifier les cellules A et B. Alors, lorsqu'on dit identifier, il ne suffit pas de nommer. Dans les verbes d'action, c'est nommer, c'est juste dire le nom, tandis que identifier, on doit préciser pourquoi on a dit que cette cellule s'appelle telle ou telle et l'autre non. Alors, puisqu'ici, le matériel génétique, il est bloqué en métaphase 2 et il y a un seul globule polaire, il s'agit donc de l'ovocyte 2. Alors ça, c'est l'identification de la cellule A. Pour la cellule B, on voit très bien la présence d'un noyau central, mais aussi 2 globules polaires. Alors vous voyez ici on avait un seul globule polaire, tandis qu'ici, on a 2 globules polaires. Donc il y a eu émission d'un deuxième globule polaire, ce qui fait que cette cellule, c'est une cellule œuf. Alors la prochaine étape, on va voir avec plus de détails ce qui se passe pour qu'il y ait cette reconnaissance et la pénétration du spermatozoïde. En fin de compte, ce spermatozoïde, il va y avoir reconnaissance ici, puis pénétration. Alors, pour voir plus de détails, on a un schéma un peu agrandi. Alors, les granules corticaux ici, l'espace péri-ovocytaire et la zone pellucide. Alors, 1, 2 et 3, vous voyez, il y a une évolution. On a ici une reconnaissance entre l'ovocyte et le spermatozoïde qui va se faire grâce à des récepteurs qui se trouvent ici. Puis, l'acrosome ici, il va déverser son contenu. Vous voyez que le contenu ici, il va permettre l'hydrolyse locale de la zone pellucide, ce qui va lui permettre d'entrer. Alors, le numéro de 1 jusqu'à 3, l'acrosome s'ouvre, il libère son contenu enzymatique qui hydrolyse et liquéfie localement la zone pellucide. On parle ici d'une réaction acrosomique. Alors, remarquez ici, après cette réaction acrosomique, on a la membrane de l'ovocyte et la membrane du spermatozoïde. Alors, vous voyez, il y a une certaine fusion ici. Les deux membranes fusionnent de telle façon que le noyau va pouvoir pénétrer dans le cytoplasme de l'ovocyte. Sauf qu'il ne pénètre pas seul,
il doit être accompagné du centriole proximal. Donc, si on récapitulait, cette fusion des membranes cytoplasmiques des deux gamètes, elle permet la progression du noyau du spermatozoïde, accompagné bien sûr par le centriole proximal, dans le cytoplasme de l'ovocyte 2. Alors, cette pénétration dans le cytoplasme déclenche l'événement suivant. Ce que vous remarquerez ici, ces granules corticaux, regardez comme ils sont ici. Alors, les granules corticaux, ils vont déverser leur contenu. Ce contenu, il contient des enzymes. Alors, ces enzymes-là, elles vont influencer les récepteurs au niveau de la zone pellucide qui vont empêcher d'autres spermatozoïdes d'entrer. Autrement dit, ce chromosome-là, il va faire pénétrer son noyau. Une fois celui-là à l'intérieur, tous les autres ne peuvent plus entrer. Alors, la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte 2 déclenche l'événement suivant. Les granules corticaux déversent les enzymes qui hydrolysent les récepteurs des spermatozoïdes situés dans la zone pellucide. On parle ici de la réaction corticale, vu qu'on parle des granules corticaux. C'est grâce à cette réaction qu'il y a entrée dans le cytoplasme de l'ovocyte 2 d'un seul spermatozoïde. On parle ici de monospermie. Alors, tout ce mécanisme, il permet la monospermie, un seul noyau qui va entrer. Pour les transformations cytoplasmiques qui se passent, on parle ici des granules corticaux qui vont déverser leur contenu, qui hydrolysent les récepteurs des spermatozoïdes situés dans la zone pellucide. Celle-ci devient imperméable à d'autres spermatozoïdes. Ce qui assure la monospermie, c'est la réaction corticale. Alors ces transformations-là, ce sont des transformations cytoplasmiques. Les transformations nucléaires, rappelez-vous, il y a achèvement de la méiose. Le matériel génétique, il était bloqué en métaphase 2. Alors, la méiose reprend et il y a expulsion du deuxième globule polaire. La formation des pronucléis mâles et femelles par réplication d'ADN et fusion des deux pronucléis. Il y a ici alors cariogamie et rétablissement de la diploïdie dans la cellule œuf. Alors, cette diploïdie, c'est que la cellule, le noyau de l'ovocyte 2 avait N chromosomes, le noyau du spermatozoïde N. Alors, les deux ensemble, ils étaient haploïdes. On a diploïdie dans la cellule œuf, qu'on appelle aussi le zygote. On passe maintenant à la maîtrise de la procréation. Alors, les connaissances acquises sur le déterminisme du cycle sexuel et son déroulement ont permis la mise au point de méthodes permettant de contrôler les naissances et de remédier à la stérilité éventuelle d'un couple. L'étude de la contraception. Alors, on va définir avant tout la contraception. C'est l'infécondité volontaire et temporaire assurée par l'emploi de méthodes contraceptives visant à espacer ou éviter les naissances. La pilule, c'est le moyen contraceptif le plus répandu dans le monde. Alors, on va étudier la composition chimique de la pilule combinée. Elle se compose des substances chimiques suivantes. L'acétate de cyprotérone, c'est un progestatif, et l'éthynylœstradiol. Alors, vous voyez que c'est une association de deux hormones de synthèse, l'œstrogène, un œstrogène et un progestatif. On dit alors que la pilule, elle est formée d'un œstroprogestatif de synthèse. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les termes acétate et éthynylœstradiol. Alors, pour comprendre le mode d'action de la pilule combinée, on a dosé chez une femme les hormones ovariennes et les gonadostimulines lors d'un cycle normal et d'un cycle sous pilule. On vous demande d'analyser les courbes afin de déduire le mode d'action de la pilule combinée et d'expliquer l'apparition des règles le jour 56. Alors, vous voyez ici, le jour 56, il y a les règles, bien qu'il y a prise quotidienne d'une pilule combinée. Alors, ce cycle-là, c'est un cycle normal. À partir de ce jour-là, on a prise quotidienne d'une pilule combinée. La femme, elle a eu ses règles le jour 28. Elle prend la pilule et elle a quand même ses règles le jour 56. Alors, pour l'analyse, on demande des fois à nos élèves de faire une analyse
en utilisant un tableau. Ça facilite le travail. Alors, cette analyse comparative des taux des hormones ovariennes et hypophysaires, elle va se faire bien sûr à travers ce tableau-là. Ce que je demande à nos élèves de faire, c'est, lorsqu'on va lire en fin de compte la progestérone, par exemple ici, elle est en pointillé. Alors, la progestérone ici, donc la lecture, je vais la faire sur cet axe. Je vais la faire sur cet axe-là. Par contre, attendez, la progestérone en pointillé, elle est là, je vais la faire sur cet axe-là. Par contre, pour le stradiol, alors en trait continu, le stradiol, c'est là-bas sur cet axe-là que je vais lire les valeurs. Alors, commençons par le stradiol. Alors, le stradiol, vous voyez que le taux de stradiol, il est faible au niveau. Le taux de stradiol, il est faible au début du cycle, puis il y a un léger pic ici au J13. Bon. Alors, sécrétion faible de stradiol durant le cycle avec un pic de 200 picogrammes par millilitre, le J13, et un pic, ici, vous voyez, moins important au J21. Pour la progestérone, pendant la phase lutéale, on a une sécrétion que pendant la phase lutéale, avec un seul pic de 20 nanogrammes par millilitre, le J21. Alors, vous voyez ici, c'est sur cet axe-là que je vais lire la valeur. Concernant les gonadostimulines, la sécrétion, elle est normale. Il y a un pic de LH, le J14, qui dépasse 60 microunités par millilitre et un pic de FSH de 30. Alors, cette analyse qu'on vient de faire, c'est pour un cycle normal où la femme, elle n'a pas utilisé de pilule. Pour le cycle sexuel sous pilule, alors, vous remarquerez ici qu'on n'a pas de pic, ni de progestérone, ni de stradiol. Alors, le faible de stradiol, il est faible, et pour analyse, on doit mettre les valeurs qui est ici de 50 picogrammes par millilitre. Le taux de progestérone, il reste nul. Et le taux de FSH et de LH, il est en fin de compte faible, avec absence de pic de sécrétion. Alors, si on a fait cette analyse comparative, notre but ici, c'est de déterminer le rôle de cette pilule. On en déduit donc que la pilule combinée exerce un rétrocontrôle négatif et freine la sécrétion des gonadostimulines. Il y a donc absence de pic, ce qui entraîne l'arrêt du cycle ovarien et bloque l'ovulation. Concernant l'apparition des règles, l'arrêt de la prise de la pilule combinée à partir du J21 entraîne la chute du taux plasmatique de stradiol et de progestérone. Cette chute est à l'origine de la destruction de la partie supérieure de l'endomètre, ce qui entraîne la menstruation. Alors, si on récapitulait maintenant, la pilule combinée va donc agir sur deux niveaux. Au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire, les œstroprogestatifs de synthèse exercent un rétrocontrôle négatif et freine la sécrétion des gonadostimulines, ce qui entraîne l'arrêt de la folliculogénèse et le blocage d'ovulation. Autrement dit, une femme sous pilule, elle n'a pas d'ovulation. Mais elle va agir aussi au niveau de l'utérus, car les œstroprogestatifs de synthèse ont une action antinidatoire en modifiant les caractéristiques de l'endomètre. Lorsqu'on dit endomètre, c'est la muqueuse utérine, qui devient impropre à l'anidation. Et ce qui va bien sûr empêcher l'anidation au cas où. Ici, c'est pour avoir moins de risque d'avoir une grossesse. On passe maintenant à l'étude de la procréation médicalement assistée, PMA. Alors, pour définir cette procréation médicalement assistée, c'est l'ensemble des techniques médicales permettant de relayer les processus normaux de grossesse en vue de pallier la stérilité de l'un des deux partenaires d'un couple. Bon, il se peut des fois que ce soit les deux, mais c'est l'un ou l'autre des couples. Alors, pour remédier à tout ça, on doit connaître avant tout les causes de la stérilité. On commence par la stérilité chez l'homme. Pour ça, on va utiliser 2 spermogrammes. Ce sont bien sûr 2 spermogrammes de 2 hommes différents. On a enlevé le nom de
de l'individu, du médecin. Mais ce qu'on remarque ici, si je vais lire directement, on a le volume, la mobilité, mais comment je vais savoir si le volume il est normal? On ne peut pas analyser comme ça, il nous faut un témoin. Alors le témoin, c'est un spermogramme normal. J'ai pris un spermogramme normal d'un individu fécond et on va faire une analyse entre ces deux en le comparant au spermogramme normal. Alors pour le volume, chacun des deux, il a 3 millilitres. La viscosité, elle est normale. Alors la viscosité normale ici, donc c'est bon. Prenons le pH. Alors on a ici un pH de 8. Mais en fin de compte, on n'a pas un sperme bien défini. Le pH 8, c'est quand même alcalin, donc c'est bon. La numération ici. Alors, vous allez voir que vous voyez que la numération ici, elle est de 20, 10 à la puissance 6 pour cet individu-là. Alors, je vais comparer 20 par rapport à une numération normale qui est de 96. Alors, c'est vraiment très faible comparé à 96, 10 à la puissance 6. Par contre, ici, 0,1, c'est encore plus faible. Alors, prenons celui-là. Prenons le premier individu. La numération, elle est assez faible. On passe maintenant à la mobilité et la vitalité des spermatozoïdes. Alors, on fait le test de mobilité après 30 minutes. Il y a 60% des spermatozoïdes et la majorité en trajet direct. Après 4h50, alors je vais comparer ici par rapport à celui du sperme normal. Après 4 heures, on a 42%, or que lui, 50%, donc c'est bon. Après 8 heures, 30%. Après 24 heures, 5%. Alors ici, la conclusion du médecin. Il parle d'oligospermie sans atteinte de la mobilité des spermatozoïdes. Alors, oligospermie, ça veut dire que le nombre de spermatozoïdes, il est assez bas, mais la mobilité, elle est bonne. Alors, cet individu, il a un peu de spermatozoïdes avec une mobilité assez bonne. La conclusion ici du médecin, c'est que le sperme a encore un pouvoir fécondant. Autrement dit, cette personne-là, elle peut avoir des enfants avec une chance un peu basse. Passons à celui-là. La numération, elle est de 0,1, 10 à la puissance 6, c'est trop faible. Ils n'ont même pas pu faire la mobilité, présence de quelques spermatozoïdes mobiles. On parle ici d'une oligospermie extrême. Un tel sperme n'a pratiquement aucune chance d'être fécondant. Alors, on en déduit ici que l'oligospermie, ça peut être un des causes de stérilité, mais on peut en avoir d'autres. Par exemple, les spermatozoïdes qui sont de forme anormale. On a ici un spermatozoïde avec une tête et deux queues. Ici, c'est le contraire, on a deux têtes et une seule queue. Ici, un spermatozoïde avec trois queues. Les queues, ici, vous voyez qu'elles peuvent être de formes différentes. Alors ici, il y a présence de queue, mais la forme, elle est différente. Tous ces spermatozoïdes-là, ils sont anormaux, donc ils vont empêcher la... Bon, les spermatozoïdes anormaux, ils sont présents dans un sperme normal, sauf que c'est pas le nombre, il ne doit pas dépasser une certaine valeur. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est les formes, il y a des spermatozoïdes avec des têtes anormales. Alors tout ça, ça va empêcher, ça peut être la cause d'une stérilité, mais il y en a d'autres. On résume donc parmi les causes de stérilité masculine, on parle de l'azospermie, absence de spermatozoïdes dans le sperme. Il y a comme exemple la cryptorchidie. Alors ces personnes-là, elles ont un sperme mais qui ne contient pas de spermatozoïdes. C'est comme une personne qui tire à blanc, le sperme il est là mais sans spermatozoïdes. L'oligospermie, c'est un faible taux de spermatozoïdes dans le sperme. Il y en a mais avec un faible taux. La tératospermie, c'est un taux anormalement élevé de spermatozoïdes anormaux. On parle de tératospermie si cette valeur, elle dépasse les 40%. L'asténospermie, ici, c'est un défaut de mobilité des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ils sont présents, mais leur mobilité, elle n'est pas assez bonne. Il y a une autre cause d'infertilité, c'est l'obstruction des canaux déférents. C'est une cause mécanique qui peut avoir... ça peut être soit à cause d'infections, d'accidents, etc. On passe maintenant aux causes de stérilité féminine. Alors, pour ça, on va utiliser une technique qui est l'hystérospalingographie des voies génitales normales.
Alors, c'est quoi cette hystérospalyngographie? C'est le fait de faire une radio, mais avant de faire cette radio, on va injecter dans les voies génitales féminines un produit de contraste qui va nous permettre de visualiser ces voies. Alors, ce que vous voyez ici, l'utérus, on voit bien sa forme, le vagin, les trompes, etc. Donc ici, on parle de voie génitale normale. Remarquons ici, l'utérus, cette voie-là, elle est normale. Par contre, ici, on ne voit pas le produit de contraste. Le produit de contraste, il n'est pas passé. On parle alors d'une obstruction unilatérale, d'un seul côté, des voies génitales. Alors, cette femme-là, elle peut avoir des enfants, mais la probabilité, elle descend. Alors, ici, obstruction, vous voyez l'utérus. Alors, les trompes, on ne les voit pas. Les trompes de Fallope, elles sont absentes d'un côté et de l'autre. On parle donc d'obstruction bilatérale des voies génitales. C'est des deux côtés qu'il y a obstruction. Alors, la stérilité féminine, en fait, quand on a vu un seul cas, mais on peut avoir l'obstruction des trompes de Fallope, qui est une cause mécanique, mais il peut y avoir des troubles de l'ovulation. Dans ce cas-là, on peut y remédier, des fois, on peut y remédier grâce à des injections, bon, selon les cas. La glaire cervicale, elle peut être hostile aux spermatozoïdes. Des fois, l'acidité de la glaire, elle peut tuer les spermatozoïdes. Alors, on a cité les causes de l'infertilité d'un couple. Certaines, on peut y remédier. Par contre, d'autres, non. Alors, pour les cas où on ne peut pas corriger, on a recours à la FIVET. La FIVET, c'est quoi? F de fécondation, I in vitro et le transfert d'embryon. Alors, dans quel cas a-t-on recours à la FIVET? Parce qu'il y a certaines causes de stérilité qu'on ne peut pas faire cette FIVET. Alors, lorsque la stérilité elle est due à une obstruction des trompes suite à une inflammation ou une malformation, ce qui empêche la rencontre des gamètes, ou bien une infertilité masculine due à une oligospermie, le faible taux de spermatozoïdes, tératospermie et bien sûr certains cas d'asténospermie. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre les ovocytes et les faire rencontrer avec les spermatozoïdes à l'extérieur du corps de la femme. C'est pourquoi on parle de fécondation in vitro. Des fois, on dit en arabe « tefl al-anboub ». C'est quoi « tefl al-anboub » L'anboub, c'est parce que la rencontre ici, elle va se faire in vitro. Alors, on va voir ça étape par étape. La première étape, on va induire l'ovulation. On va faire une induction de l'ovulation chez une patiente par injection de substances analogues à la FSH et à la GnRH afin d'obtenir un grand nombre d'ovocytes. Dans un cycle normal, on va avoir ici au niveau de l'ovaire, on va avoir un seul ovocyte qui va arriver à maturation, une seule ovulation, etc. Alors cette injection ici, cette induction ici, son but c'est d'avoir plusieurs follicules qui arrivent à maturité pour augmenter les chances d'avoir plusieurs ovocytes d'œufs. Alors, cette stimulation ovarienne, elle se fait grâce à la FSH et à la GnRH, ou bien des substances analogues. Puis, on va faire un prélèvement d'ovocytes sous échographie. Le prélèvement des ovocytes, elle se fait par ponction des follicules sous contrôle échographique ou par célioscopie. Célioscopie, c'est la visualisation de la cavité abdominale. Alors, on va prélever ces ovocytes-là grâce à la célioscopie et on va traiter le sperme et faire la sélection des spermatozoïdes. Alors ici, on a le recueil des spermatozoïdes et le prélèvement des ovocytes pour finalement les mettre ensemble. C'est l'étape 3. Alors, mise en contact des gamètes dans un milieu de culture, bien sûr à 37 degrés C, qui est la température normale de l'être humain. Alors, on maintient en culture les œufs fécondés pendant 48 heures, puis on va sélectionner les embryons ayant atteint les stades 2 et 4 cellules. Ici, on a la sélection des embryons. Et la dernière étape, c'est le transfert d'un ou de plusieurs embryons. Pour augmenter les chances, on va utiliser plusieurs embryons
qu'on va transférer à l'aide d'un cathéter dans la cavité utérine de la femme, disponible pour la nidation. Alors ici, cette introduction, elle va se faire par cathéter. On va en transplanter plusieurs pour augmenter les chances. J'espère que vous avez bien compris. Le dernier message, j'ai voulu que ce ne soit pas moi qui vous dise ce message. Je vous remercie.